Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Vendeur de Vérité. Alors, on s'était un petit peu engagé à vous donner du contenu gratuit pour vous aider à vous former. Et donc, on a décidé de travailler sur un nouveau concept de vidéo qui s'intitule économiser 1997 euros et qui sera donc divisé en plusieurs parties. On va essayer de traiter toutes les différentes stratégies d'investissement immobilier et donc on va commencer aujourd'hui par la location courte durée. Notre objectif, il est simple, c'est de synthétiser toutes les informations qu'on a pour vous donner une formation courte, synthétique et complète pour vous permettre de vous aider dans vos investissements immobiliers. Alors la conséquence, c'est que cette vidéo donc, va avoir une certaine durée. Et donc, pour vous faire gagner du temps et aller directement au sujet qui vous intéresse, on vous a mis en description donc, le programme avec la minute à laquelle commence la partie que vous souhaitez étudier. Voilà, commençons tout de suite avec l'introduction. Alors, la location courte durée, donc c'est quelque chose qu'on appelle très souvent dans le jargon la LCD. Qu'est-ce que c'est ? Alors, lorsque vous êtes propriétaire d'un bien, donc ça peut être un appartement ou une maison, et que vous souhaitez le louer, vous allez avoir différentes manières de l'exploiter. Vous allez avoir ce qu'on appelle la location nue et également la location meublée. Dans cette location meublée, donc il y a la location meublée classique et il existe d'autres stratégies qui visent à avoir une meilleure rentabilité qui sont la colocation et la location courte durée. On étudiera la colocation dans une autre vidéo et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la location courte durée. Contrairement à la location meublée classique ou même la colocation, en location courte durée, les personnes qui vont vous louer votre bien, ils n'éliront pas leur domicile dans votre bien. En effet, votre logement donc, sera davantage destiné à de courts séjours qui vont, aller d'une nuit au minimum, évidemment, jusqu'à parfois plusieurs semaines. Et si on simplifie, vos clients ils vont faire partie de deux catégories. Ou bien ce seront des touristes. Alors touristes, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être des voyageurs donc, qui seront en vacances dans la région dans laquelle vous avez votre bien et qui souhaitent visiter la région. Ça peut être des personnes qui viennent voir leur famille, des amis qui viennent assister à un mariage, un baptême, à un match de foot, un événement, un concert, ou par exemple, je sais pas moi, un festival, le festival de Cannes par exemple, voilà. Et l'autre catégorie, donc, c'est une clientèle qu'on va appeler une clientèle affaires, c'est-à-dire que ça va être une clientèle qui va se déplacer pour raisons professionnelles. Ça peut être pour recevoir une formation, pour participer à un séminaire, une conférence, etc. Alors concrètement, comment ça se passe ? Les clients ils vont réserver votre logement sur des plateformes de réservation type Airbnb, Booking, Abritel, TripAdvisor, etc. qu'on verra dans d'autres parties de cette vidéo. Ce qu'il est important de retenir, c'est que quand vous faites un investissement pour effectuer de la location courte durée, ce n'est pas un investissement classique. Vous allez gérer votre logement un petit peu comme un fonds de commerce. Alors, beaucoup s'y intéressent, c'est-à-dire qu'il faut s'y intéresser parce que effectivement, vous allez avoir une bien meilleure rentabilité que pour une location meublée classique. Et j'ajoute qu'en cas de revente, ça peut être un moyen de valoriser votre bien en disant regardez, j'ai 20-25% de rentabilité sur ce bien. Donc, ça peut être, on va dire, un argument très séduisant pour parvenir à revendre votre bien. Alors, maintenant, on va passer donc à l'étude de marché. Si on considère que votre bien, vous allez le traiter comme un fonds de commerce. Lorsque vous souhaitez ouvrir un fonds de commerce, vous allez procéder bien évidemment à ce qu'on appelle une étude de marché. Pour ceux qui vont débuter et donc qui souhaitent réaliser un investissement locatif pour en faire de la LCD, il est bien naturel pour eux de se demander où est-ce qu'ils doivent investir. Est-ce qu'ils vont avoir des clients toute l'année ? Quelle va être la catégorie de ces clients ? Touristes, affaires ? Est-ce que je vais avoir une forte concurrence ? Est-ce qu'il y a une forte demande ? Y a-t-il un point d'intérêt particulier qui va attirer un type de clientèle ? Et que faire si ce type d'intérêt disparaît ? Si on prend l'exemple de Poitiers, admettons, vous décidez de faire un investissement proche du Futuroscope. Qu'est-ce que vous faites si le Futuroscope il est fermé 6 mois, 1 an pour travaux ? Est-ce qu'il y a d'autres types d'intérêts ? Voilà, c'est des questions que vous allez donc naturellement vous poser.
Alors moi, ce que je vous conseille pour un premier investissement en LCD, c'est d'investir dans une région, dans un quartier que vous connaissez. Si possible, proche de chez vous. Alors d'une part, ça va vous rassurer. On sait que les premiers investissements, souvent, on n'est pas sûr de soi. Ça va vous rassurer. Et puis surtout, vous allez être en mesure de connaître parfaitement les points d'intérêt à conseiller à vos clients. Bien évidemment, ça va faciliter grandement la gestion des entrées, des sorties, du ménage de vos logements. Parce que bien souvent, pour ces premiers investissements en LCD, on s'occupe soi-même des entrées et des sorties du ménage. Et puis quand on en a plusieurs, effectivement, on va vers ce qu'on appelle de l'automatisation et de la délégation. Chose qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Alors revenons donc à l'étude de marché. C'est important de savoir quel type de clientèle vous allez avoir en majorité. Alors pour avoir une clientèle mixte, si vous habitez une grande ville au bord de la mer, vous aurez et des voyageurs destinés à faire du tourisme et également, pourquoi pas, des hommes d'affaires qui viennent assister à des réunions dans des villes dynamiques. Si en revanche vous êtes dans une station balnéaire qui multiplie sa population par 10 l'été, là il faudra effectivement prendre en compte la saisonnalité de votre investissement. Il en va d'ailleurs de même pour les stations de montagne, bien que les stations de montagne, vous verrez, peuvent avoir un taux de remplissage très important et l'hiver et l'été. Enfin, si vous êtes davantage dans le rural, on va dire à la campagne, il faudra s'intéresser au point d'intérêt de la clientèle qui va venir. Ça peut être, j'en sais rien, si vous êtes proche de vignobles, la route des vins. Ça peut être des clients qui vont venir pour se reposer, pour visiter la région, etc. Alors c'est vrai que le rural, ça peut à première vue faire peur. On va se dire mais qu'est-ce que je vais investir? C'est un coin qui est paumé, quel est l'intérêt, etc. Ça peut présenter quand même des taux de remplissage assez élevés. En fait, il faut essayer de voir si il y a des hôtels proches de votre LCD et s'ils sont relativement remplis. Donc vous pouvez simuler des réservations à différentes périodes pour voir si il y a la disponibilité ou pas. En sachant aussi que, bien évidemment, dans le rural, le bien, vous allez l'acheter moins cher. Donc, vous allez pouvoir vous permettre d'avoir un taux de remplissage moindre tout en dégageant une rentabilité intéressante. Et vous aurez également moins de concurrence. Maintenant, la plupart d'entre nous, la plupart des investisseurs, on investit toujours dans des villes plutôt dynamiques. Ce qui veut dire que vous allez avoir probablement une forte demande, mais également une forte concurrence. L'important, c'est avant d'acheter par exemple un appartement en ayant en tête de l'exploiter en location courte durée, ce qui est important, c'est de savoir et de se dire je vais l'acheter tel prix, est-ce que ça va être rentable? Donc là, vous allez faire votre étude de marché pour savoir s'il est judicieux d'investir en LCD dans une certaine région. Alors un conseil important, assurez-vous lorsque vous faites un achat que vous souhaitez l'exploiter en LCD, que si jamais vous ne pouvez pas faire de LCD pour des raisons d'évolution des lois de finances ou politiques ou de la réglementation de la LCD, que si vous l'exploitez en location meublée standard, vous arrivez au minimum à un autofinancement. Alors, des techniques pour effectuer une étude de marché. Évidemment, la plus simple à laquelle on pense, c'est de se dire je vais aller sur Airbnb et puis je vais me faire passer pour un client. Alors, je souhaite investir par exemple au Havre, en Normandie, et donc je vais me faire passer pour un client qui recherche un bien au Havre de telle période pour voir combien un bien semblable au mien va se louer. Ça va me permettre également d'étudier les commentaires, savoir ce qui a plu, ce qui n'a pas plu. Si je me rends compte qu'il y a une multitude de biens semblables aux miens et qui ne présentent pas de taux de remplissage élevé, ça peut vouloir dire que la demande n'est pas très forte ou encore qu'il y a trop de concurrents. Alors, il existe un outil particulièrement puissant pour étudier un marché, pour étudier une région, pour étudier des taux de remplissage, des prix, des tarifs, des statistiques. Cet outil s'appelle airdna.co. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous publiez une annonce sur un site comme Airbnb, en fait, cette annonce, elle est publique. Et airdna.co, qu'est-ce qu'il fait? C'est un logiciel, en fait, qui va analyser des données afin d'établir des statistiques qui vont être très utiles pour les propriétaires de biens. Alors, cet outil, il présente deux versions. Une version gratuite et une version payante.
Alors déjà sur la version gratuite, l'hôte pourra visualiser au sein de cette interface le tarif moyen de la nuitée dans la localité qu'on étudie, mais aussi le taux d'occupation moyen et le revenu moyen mensuel. Vous aurez également accès à une carte interactive de tous les biens qui sont exploités en location courte durée. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, là on a pris l'exemple du Havre. En cliquant sur les points qui sont sur cette carte interactive, en fait, vous avez des informations concernant vos concurrents. En agrandissant la carte, vous allez avoir l'adresse exacte de vos concurrents et vous allez pouvoir également savoir ce qu'ils proposent comme location courte durée. À savoir le nombre de personnes qui peuvent recevoir, le prix moyen, le nombre de jours où ce bien n'est pas loué. Enfin, tout un tas d'informations qui pourront être très utiles dans votre étude de marché. Concernant la version payante, effectivement, l'abonnement il est assez cher, il n'est pas donné, notamment si vous vous intéressez à des villes de plus de 200 000 habitants, là le prix est encore supérieur. Et en fait, cette version payante va vous donner vraiment des informations précises. Vous allez pouvoir avoir accès aux top properties, c'est-à-dire les biens les mieux placés. Vous allez pouvoir accéder aux annonces, à tous les commentaires. Donc ça va vraiment être très 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 riche pour comprendre un petit peu comment fonctionne la location courte durée dans la région que vous étudiez. Vous allez pouvoir également détecter les moments où les revenus sont les revenus moyens sont les plus élevés. Avec un système de couleurs, vous allez pouvoir identifier tout ça. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, pour réaliser votre étude de marché précise et pertinente, de payer l'abonnement ne serait-ce qu'un mois. Et puis, une fois que vous avez fini votre étude de marché, vous résiliez la version payante de RDNA et ça vous aura coûté une quarantaine d'euros si vous êtes dans une ville de moins de 200 000 habitants, voire moins pour des villes plus petites. Voilà, ce qui va être important lorsque vous allez réaliser votre étude de marché et que vous allez regarder un petit peu les commentaires qui ressortent sur les concurrents que vous avez, c'est d'identifier les points forts. Alors les points forts souvent c'est la propreté, le calme et surtout c'est l'accueil que vous allez donner à vos clients. Ça c'est très important, la dimension humaine, on y reviendra plus tard, c'est très important. Et en point faible, souvent ce qui revient, ça peut être lié, on va dire, au confort, la taille des lits, la puissance du réseau Wi-Fi, ça va être souvent des détails. Mais pour faire la différence et vous démarquer de vos concurrents, il faudra justement avoir le sens du détail. Voilà, vous avez effectué votre étude de marché et vous êtes convaincu donc qu'il est judicieux de faire un investissement à exploiter en location courte durée dans une certaine ville. Alors, ça nous amène donc au chapitre 3, chapitre donc stratégie et astuces, et dans lequel on va faire un petit point sur le financement. Alors, un petit point parce qu'on va pas rentrer vraiment dans le détail, on va simplement voir avec vous comment obtenir un financement pour vous lancer dans votre activité de location courte durée. Alors, deux possibilités. Ou bien vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale et donc vous souhaitez investir dans une résidence secondaire pour l'exploiter donc en location courte durée. Et donc dans ce cas, il faudra faire une demande à une banque. Alors une demande, ça nécessite forcément un dossier bien ficelé. Il faut que le banquier ait l'impression d'avoir affaire à un expert qui s'est bien renseigné sur la rentabilité. Vous pouvez obtenir des attestations de loyer de la part des agences. Il faut vraiment que vous ayez, que vous donnez l'impression au banquier que vous connaissez bien votre sujet. Alors, ce qui est intéressant avec les taux bas actuels, c'est d'utiliser l'effet de levier de la banque pour vous faire financer. Donc, c'est vrai que la recherche du 110% est particulièrement intéressante. Alors, en fait, 110%, ça veut dire que vous achetez sans apport et que, en gros, vous vous faites financer le prix du bien, les frais d'acquisition, les frais de notaire, et les travaux, s'il y a des travaux. Et vous verrez qu'on y viendra plus tard fiscalement. C'est bien si vous avez des travaux, ça vous permettra de ne pas payer d'impôts, ou en tout cas de réduire vos impôts pendant quelques années. Alors habituellement, les banques, elles font du prêt pour du locatif sur 20 ans. Il y en a certaines qui le font sur 25, mais habituellement c'est sur 20 ans. Ce qui veut dire que la mensualité de crédit va être plus élevée. Donc ça va être plus difficile de faire du cash flow. Avec la location courte durée, vous allez y parvenir.
Mais parfois, les banques sont réticentes à prendre en compte des chiffres de la location courte durée. Donc, ce qui est important, c'est d'être dans un emplacement qui peut également justifier de loyer en location meublée standard, permettant un autofinancement du bien que vous achetez. Et de cette façon, la banque est rassurée. Et d'un point de vue stratégique, c'est primordial d'avoir un bien qui s'autofinance en location standard. Pourquoi ? Parce qu'on assiste à beaucoup de nouvelles réglementations concernant la location courte durée de la part des communes, de la part de l'État. Et en fait, il y a même des villes comme Berlin qui ont pendant un moment interdit la location saisonnière Airbnb avant d'assouplir leur politique. Donc pensez à ça parce que stratégiquement, c'est très important. Et personnellement, je pense que, je peux me tromper d'ailleurs, hein, mais je pense qu'on va vers une professionnalisation de l'activité de loueur en courte durée et vers un véritable durcissement de la réglementation en vigueur. Alors en cette fin d'année 2019, vous avez probablement entendu le durcissement des conditions d'accès au crédit prévu pour 2020. Effectivement, les banques vont être plus réticentes à prêter sans apport lorsqu'il s'agit d'investissements locatifs. Donc, il n'est pas impossible qu'il soit plus difficile de répéter les opérations d'investissement locatif destinées à la location courte durée. Néanmoins, il existe quelques astuces pour parvenir à acheter un bien et répéter les opérations. Alors, par exemple, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous avez déjà fait une opération, vous souhaitez en faire une deuxième, vous n'avez pas d'apport, faites une demande de crédit pour une autre résidence principale en disant, voilà, je vais déménager, le bien que j'ai, je vais le mettre à louer ou le vendre. Je souhaite acheter le bien que vous avez trouvé pour en faire ma résidence principale. L'avantage, c'est que bien souvent, on ne vous demande pas d'apport et que vous pouvez également obtenir du 25 ans. Alors très sincèrement, c'est pas très bien vu des banques puisqu'elles n'appliquent pas les mêmes taux de crédit pour une résidence principale et une résidence secondaire destinée à du locatif. Pour autant, rien n'oblige les banques à savoir que vous avez finalement décidé d'exploiter cet achat en investissement et en location courte durée. Si maintenant vous êtes locataire de votre résidence principale et que vous souhaitez effectuer un achat pour faire un investissement LCD, il est vrai qu'il existe des banques qui vont être réticentes à l'idée de vous prêter lorsque vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale et donc qui vont être réticentes à vous prêter de l'argent pour faire un investissement locatif, notamment sans apport. Même si ce bien présente une rentabilité exceptionnelle, il est vrai que les banques peuvent être frileuses. Dans ce cas, on utilise la même stratégie, ça veut dire qu'on va dire, je suis locataire actuellement, je souhaite devenir propriétaire de ma résidence principale, je souhaite acheter ce bien, etc. Et donc, rien n'obligera la banque à savoir que finalement, vous avez décidé d'exploiter ce bien en location courte durée. Voilà, ça c'est des petites stratégies qui sont destinées davantage aux personnes qui auraient du mal à obtenir un financement. Mais habituellement, si vous avez un bon produit avec une belle rentabilité, les banques vont prendre environ 70% des revenus locatifs pour calculer votre endettement. Et si vous avez un produit rentable, normalement, il n'y aura pas de problème pour vous. Les difficultés, elles vont plutôt venir quand vous allez vouloir enchaîner les investissements. Et pour être parfaitement clair et pour conclure sur ce sujet, nous, on vous recommande vraiment d'avoir une relation de confiance avec votre banquier et donc de ne pas avoir à utiliser des stratégies un petit peu particulières pour obtenir des financements. Alors, parlons maintenant de quelques astuces pour pouvoir effectuer vos premiers pas dans la LCD. Vous avez donc effectué un achat, vous avez fait vos travaux et vous êtes donc prêt à mettre l'annonce sur une plateforme. Ce que je vous conseille, moi, c'est de commencer par des prix bas. Ça vous permettra d'avoir beaucoup de réservations. Parce que souvent, les personnes, quand elles recherchent, elles trient par prix. Et puis donc, qui dit prix bas, donc dit réservation multiple. Et il dit réservation multiple, dit de nombreux commentaires. Et donc ça va être un des éléments qui va améliorer votre référencement. Et c'est vrai que quand on débute, on n'a pas trop le choix. On verra d'autres astuces dans le chapitre référencement. Mais quand vous commencez, moi je vous conseille de mettre des prix bas, le temps juste d'avoir quelques réservations et quelques commentaires. La deuxième astuce, c'est de proposer en fait des choses dans votre annonce que ne proposent pas vos concurrents. C'est ce qu'on appelle la stratégie des niches. Alors là, on va toucher à l'émotionnel, et l'émotionnel, c'est un facteur prépondérant, primordial, dans le déclenchement d'un achat, d'une réservation chez votre client.
Alors, je m'explique. Vous avez par exemple des voyageurs qui sont très attachés à leur chat. Et puis lorsqu'ils consultent toutes les annonces, ils vont voir animaux domestiques et non admis, etc. Pour un chat ou pour un chien ou un perroquet ou quoi que ce soit. Et bien donc déjà, eh bien, ces personnes-là ne vont pas se diriger vers votre bien. Or, lorsque vous débutez, il faut penser à vous démarquer, puisque vous ne serez pas forcément très bien référencé. Donc, on a vu les prix bas et la stratégie de la niche, c'est-à-dire de proposer quelque chose que ne proposent pas vos concurrents. Ça peut être donc les animaux, ça peut être par exemple l'acceptation de planches à voile, de voiles de kitesurf, de je ne sais pas moi, d'un canoë. Il y a des personnes qui partent en vacances par exemple et qui ont besoin, qui ont envie d'amener du matériel avec eux. Eh bien, si vous le précisez dans votre annonce, eh bien, ça va faire tilt chez eux. Et ils vont sentir qu'ils sont les bienvenus avec leur matériel. Ils n'auront pas à être gênés ou à vous poser la question, savoir si c'est accepté. Une troisième petite astuce, alors quand vous allez héberger votre annonce donc sur une plateforme, on va vous demander de cliquer si vous parlez anglais, espagnol, etc. Eh bien, je vous conseille quand même d'écrire votre annonce, donc en français bien évidemment, le contenu de votre annonce, mais de l'écrire également en anglais, de l'écrire si vous parlez espagnol en espagnol, si vous parlez estonien, de l'écrire en estonien. Enfin voilà, ça va faire un stimuli culturel, un stimuli affectif pour les personnes qui sont de cette culture et qui vont avoir envie de réserver chez vous puisqu'ils vont se sentir compris. Alors c'est un détail, c'est vrai, mais comme je le disais tout à l'heure, la différence se fait dans les détails. Prenez votre cas, vous allez demain, je sais pas moi, en Chine et vous voyez une annonce Airbnb, il y a tout qui est écrit en chinois ou dans un mauvais anglais. Et là, d'un coup, vous voyez un message en français. Eh ben, tout de suite, ça va faire la différence, ça va vous toucher et vous allez probablement avoir envie de réserver chez cette personne. Voilà, donc ça, c'est des éléments à mettre dans vos annonces. Et donc, ça nous fait la transition vers le chapitre 4, qui est le chapitre Votre annonce. Alors, l'annonce. L'annonce, c'est un élément vraiment primordial pour remplir et pour générer des revenus et des réservations. C'est également une chance pour vous de faire la différence avec vos concurrents. C'est une chance unique de pouvoir parler directement aux voyageurs. Il va falloir que votre annonce évoque non pas juste une nuit chez vous, mais une véritable expérience aux voyageurs. Alors, bien évidemment, il va falloir vous adapter au type de clientèle que vous visez. Si vous êtes au bord de la mer, il va falloir parler aux touristes qui viennent rechercher une expérience de vacances. Et ce ne sera pas le même contenu qu'une annonce pour un bien qui est à Disneyland Paris et qui vise à décrire une expérience familiale de visite d'un centre comme Disneyland. Alors maintenant, posez-vous la question, quelle est la première chose que je regarde lorsque je consulte une annonce? Et ce, quel que soit le produit que je recherche. Une annonce de voiture, une annonce d'investissement immobilier, une annonce de vêtements. Quelle est la première chose qu'on regarde tous? Les photos, évidemment. Les photos, c'est la première chose qu'on regarde, donc c'est primordial de proposer des photos qui valorisent votre bien. Les photos vont être une vitrine de votre bien. Elles doivent être le plus attractives possible. C'est pas un hasard si on parle de véritable métier lorsqu'on évoque le métier de photographe. Évidemment, aujourd'hui, avec les derniers smartphones, on a des technologies qui nous permettent de faire des photos magnifiques. On a des applications qui nous permettent de retoucher des photos, etc. Donc, ça vous permettra de réaliser de très belles photos sans faire venir un professionnel. Néanmoins, très sincèrement, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec la prise de photo, à faire venir un professionnel. Ça va vous coûter un petit billet, mais après, les photos, vous les utiliserez pendant très longtemps pour vendre votre location courte durée. Et vous pourrez également les utiliser lorsque vous voudrez vous séparer de votre logement. Alors, il y en a certains, et d'ailleurs je trouve ça très malin, qui en fait vont contacter des photographes par mail ou sur leur page Facebook en les invitant dans leur LCD à dormir une nuit et en échange vont leur demander de réaliser des photos. Alors si maintenant c'est vous qui réalisez donc la prise de photos, alors il y a 2 points vraiment importants à respecter. Eh bien, c'est de ranger vos pièces, d'enlever tous les objets qui sont inutiles, évidemment faire les lits,
de baisser les lunettes de vos WC. D'ailleurs, on évite souvent de prendre les photos des WC. Ça n'a pas vraiment grand intérêt. Et le second point important, ça concerne la lumière, la luminosité. Lorsque vous prenez vos photos, faites-les avec la meilleure luminosité possible. Pour rappel, on doit vraiment créer l'émotion. Alors, on n'a pas forcément toujours conscience du rendu que va avoir une photo. La luminosité, c'est quelque chose qui évolue dans la journée déjà, et également de jour en jour. On peut avoir à la même heure, un jour et le lendemain, des petites nuances dans la luminosité. Donc, n'hésitez pas à prendre différentes photos à différents moments de la journée et même à différents jours. Alors, notre conseil, s'il fait très beau dehors, utilisez le flash lorsque vous prenez des photos des pièces intérieures. En fait, ça va permettre de réduire les ombres qui sont présentes sur vos meubles et qui sont créées justement par la luminosité extérieure. Alors pour ceux qui ont déjà plus de notions dans la photographie, vous pourrez, pour ceux qui ont un capteur numérique, utiliser et jouer sur l'ISO. Donc ça, c'est la sensibilité à la lumière. Ou bien, si vous utilisez une ouverture large avec un objectif long, également, vous pourrez jouer un peu du diaphragme. Alors un autre moyen de jouer sur l'émotionnel, c'est de mettre en valeur les couleurs vives notamment. Si par exemple vous louez un rez-de-jardin avec un beau jardin, n'hésitez pas à mettre en valeur toutes les couleurs de votre jardin. D'autre part, il faut toujours essayer de n'avoir qu'un élément principal par image. Il faut vraiment faire des photos qui sont simples. Alors, pensez également à varier les perspectives de vos photos. C'est-à-dire en fait que vous allez prendre des photos en étant allongé, accroupi, à genoux, debout, sur une chaise, pour vraiment varier les différents points de vue. Alors, lorsque vous allez faire votre annonce, vous allez donc on vous conseille de mettre entre 15 et 20 photos au minimum. Vraiment, regardez ce qui se fait pour les hôtels. Vous avez au minimum 20 photos qui vont décrire vraiment le bien dans lequel vous allez séjourner. En fait, contrairement à un bien que vous allez visiter pour acheter, là, vous n'allez pas le visiter avant d'aller dormir dedans. Donc, il faut donner le maximum d'éléments à vos futurs locataires avec le maximum de photos. Alors, faites également attention au choix que vous allez faire pour définir la photo principale de votre annonce, puisque c'est elle qui va devoir créer l'envie de cliquer sur cette photo pour voir la suite, pour voir le texte de l'annonce. Les gens qui vont être intéressés donc vont ensuite découvrir les autres photos de votre annonce. Ces autres photos, on a dit qu'elles seraient au nombre de 20, ce serait bien, et elles vont concerner donc des pièces comme la cuisine. Alors évidemment, faites, on l'a déjà dit, mais une cuisine bien propre, bien nette. Les chambres, rendez-les accueillantes, ne lésinez pas sur le nombre d'oreillers, sur la qualité de confort de la couette, de manière à donner envie aux personnes de venir dormir dans votre chambre, dans votre lit. Les photos de la salle de bain, pareil que la cuisine, ça doit être propre. On doit démontrer qu'on est très exigeant en matière d'hygiène. Si jamais vous avez des miroirs et que vous les prenez en photo, assurez-vous de ne pas être dans le reflet. Vous pouvez également prendre des photos, des zooms de certains détails de votre habitation qui la caractérisent, qui lui donnent du relief, du caractère. Il sera également important de donner une vision de l'environnement de votre bien, alors que ce soit un bien en copro ou bien une maison. Vous pouvez pour cela utiliser un drone, si vous avez un drone, pour permettre de situer la maison par rapport à son environnement, pour prouver que c'est calme, qu'il n'y a pas de voie ferrée à côté, qu'il n'y a pas de route. Vous pouvez également utiliser l'application, le site Google Earth. Ça permet, si vous voulez, de situer votre bien par rapport à la localité. Et de la même façon, si vous voulez aider les locataires à se sentir, à se projeter dans votre appartement ou dans votre maison, vous pouvez utiliser des sites de modélisation en 3 dimensions. Et vous en trouvez des gratuits. Voilà, après la prise de photos et le choix des photos, vous allez devoir travailler également sur le titre de votre annonce. C'est là qu'on va voir la puissance du langage. Alors, dans le titre de l'annonce, on vous conseille de ne pas mettre d'éléments qui seraient déjà intégrés, on va dire, au moteur de recherche. Par exemple, donc on prend toujours l'exemple de votre T2, 4 couchages,
comment dirais-je, au Havre, eh bien, inutile de mettre T2, 4 couchages, Le Havre dans votre titre d'annonce. Identifiez plutôt 3 points principaux pour attirer vos voyageurs. Parlons maintenant du texte de votre annonce. On en a parlé tout à l'heure, vous allez vendre une expérience à vos voyageurs. Et donc, il va falloir utiliser différents ressorts psychologiques pour leur parler. Alors, différents, tout simplement parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes stimuli. Je m'explique. Il y en a qui vont être plus sensibles à des mots se rapportant à tout ce qui est auditif, d'autres à tout ce qui est tactile, et d'autres qui vont se projeter par rapport à des stimuli qui se rapportent au visuel. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de texte d'annonce pour louer donc une maison proche de la mer. Regardez un exemple de texte qui peut parler à toutes ces catégories de personnes et à leurs différents ressorts psychologiques. Alors, plutôt que d'écrire vaste maison contemporaine et sa grande piscine dans un grand jardin avec sa belle vue mer, comme vous vendez une expérience et que vous voulez créer de l'émotion, eh bien, vous direz plutôt proche des plages de sable fin et bercé par le bruit des vagues, vous pourrez admirer les couchers de soleil en sirotant des cocktails les pieds dans votre piscine. Alors, je grossis le trait volontairement, j'exagère volontairement, parce que tout d'abord, il n'y a peut-être pas tout le monde qui pourra louer une maison contemporaine avec une vue mer en location courte durée, mais surtout c'est pour vous expliquer en fait que le choix des mots, quand on vend une expérience, est très important. Là, dans ce type d'annonce, en fait, je m'adresse à toutes les catégories de personnes et à tous les types de ressorts psychologiques. Quand je dis bercé par le bruit des vagues, je parle à l'auditif. Quand je parle des plages de sable fin et des couchers de soleil, je parle davantage à celui qui est visuel. Et enfin, quand je parle des pieds dans l'eau, dans la piscine, ou même des plages de sable fin, je parle à celui qui est tactile. Donc en une phrase, j'ai réussi, c'est un exemple, à m'adresser à toutes les catégories. Donc voilà, quand vous allez rédiger votre annonce, pensez-y. Pensez à vous adresser à tout le monde et à toutes les sensibilités. Alors une fois que vous avez terminé la rédaction de votre annonce, rien ne vous empêche d'effectuer des tests, des annonces tests, notamment sur des sites comme Le Bon Coin, qui héberge également des annonces de location courte durée. Vous pouvez faire des tests d'annonces. Ça veut dire qu'en fait, vous allez faire varier par exemple le positionnement des photos, les photos principales, le texte de votre annonce, le titre de votre annonce, et vous allez voir l'audience via notamment le nombre de vues. Donc ça, c'est des statistiques qui sont accessibles. Vous allez voir le nombre de vues de votre annonce et vous allez pouvoir identifier les choses qui fonctionnent et les choses qui ne fonctionnent pas. Et tout ça, ça va vous permettre d'affiner au mieux, avec la plus grande précision, vos annonces avant de les mettre sur des plateformes d'hébergement de location courte durée, qui est notre prochain chapitre. Alors ces plateformes, elles ne cessent de se multiplier, il y en a de plus en plus, il y en a plus de 50. Nous, on va se focaliser sur les principales, à savoir Abritel, Booking, Airbnb bien évidemment, et TripAdvisor. Alors commençons par Abritel HomeAway. Pourquoi HomeAway? Parce que c'est le groupe auquel appartient Abritel. C'est un groupe qui contient une vingtaine de sites de location semblables. C'est un des leaders du secteur de la location de vacances en France. Le site web, il revendique plus de 2 millions de propriétés, dont des dizaines de milliers en France. Il y en a beaucoup en Europe, etc. Alors, cette plateforme, elle est plutôt conseillée pour, je dirais, les biens haut de gamme, voire même de luxe ou de très grande taille, les grandes propriétés. Alors, concernant les frais, des invités de vos locataires, ils s'élèvent environ à 6% du montant de la location, sans compter le dépôt de garantie et les taxes. Concernant les frais d'hôte, donc là, ça vous concerne quand vous serez propriétaire, il y a des frais de 8%, avec, donc à l'intérieur de ces 8%, il y a une commission de 5% du montant de la location. Et les 3% restants, ce sont des frais pour le traitement des cartes de crédit. Alors, concernant les frais d'annonce, en fait, Abritel, c'est un peu particulier parce qu'ils vont proposer différentes formules. Des formules donc d'abonnement, où en fait le propriétaire va payer entre 249 € et 399 € l'abonnement à l'année.
et une autre formule qui est simplement de payer à la commission pour chaque location réalisée. Et en fait, savoir quelle formule est la plus judicieuse pour vous va dépendre bien de votre chiffre d'affaires annuel et du nombre de locations que vous effectuez. Il est clair que si vous réalisez plus de 10 000 euros de revenus locatifs par an sur cette plateforme, il est plus judicieux de prendre la formule à l'abonnement à l'année. On va vous mettre un petit tableau pour que vous puissiez tout comparer. Donc pour résumer, Abritel s'adresse davantage aux personnes qui ont donc des propriétés à louer. Et le point fort, c'est qu'ils peuvent s'appuyer sur un gros réseau puisqu'ils ont dans leur groupe plus de 20 sites de location. Alors parlons maintenant de Booking, Booking.com. Alors bon, c'est sans aucun doute le site numéro 1 des comparaisons tarifaires pour les différents voyageurs. Il faut savoir que chaque jour, il y a des millions de chambres qui sont réservées sur cette... on peut appeler ça une agence de voyage en ligne. C'est un site qui est international, très international, puisqu'il est disponible et diffusé dans plus de 43 langues. Il compte plusieurs millions de maisons, d'appartements et d'autres lieux de séjour dans plus de 220 pays. Enfin, c'est vraiment très complet. Alors, il faut savoir qu'au départ, Booking.com, ce n'était pas sa fonction première de proposer des annonces de location saisonnière. Cette section de location saisonnière, elle ne cesse de s'accroître, de s'élargir, de se développer. Et elle propose véritablement une très large audience aux propriétaires de par les millions de voyageurs qu'elle draine sur son site. Alors, côté utilisation et côté technique, on va dire, il faut savoir qu'il y a une équipe dédiée en fait qui vérifie les avis des clients. Ils vont s'assurer que ces avis sont légitimes, ce qui va en fait vous donner de la crédibilité auprès des voyageurs et va aider les futurs clients à prendre la meilleure décision quant à leur choix. Alors, autre spécificité, il faut savoir que toutes les réservations effectuées sur Booking elles vont être confirmées instantanément. Il n'y a donc rien à faire du côté du propriétaire. Sachez également qu'il n'y a pas de frais d'inscription ou d'abonnement lorsque vous allez publier votre annonce sur booking.com. Il n'y a pas non plus de frais pour les clients, contrairement aux autres plateformes. Donc ça en fait quand même une plateforme vraiment intéressante. Alors en cas de problème, il faut savoir qu'il y a une assistance, 24 heures sur 24, qui va être disponible dans plus de 40 langues et donc disponible par téléphone. Donc on l'a dit, pas de frais d'annonce et pas de frais pour vos locataires. En revanche, il y a bien évidemment des frais d'hôte qui sont de l'ordre d'une commission en fait allant de 10 à 25%. Ça va dépendre de l'emplacement de votre bien et il faut savoir également que ce sera facturé et payé mensuellement. Alors, sachez également, et c'est un point très important concernant le référencement de votre annonce, que Booking, ils achètent chaque jour environ un demi-million d'achats de mots-clés. Ils achètent ça sur différents moteurs de recherche tels que Google, Bing, Yahoo. Et donc, ce qui veut dire que votre annonce, elle va être excellemment bien référencée sur les moteurs de recherche. Et ça vous assure indéniablement une grande exposition. Alors Booking, ça s'adresse davantage au court séjour. Voilà. Donc si vous avez dans votre calendrier des nuits à combler, c'est idéal. Alors là, on a vu les points positifs. Il y a également des points négatifs pour l'utilisation de Booking. Alors les commissions déjà, effectivement, on vous a donné une moyenne, mais donc si c'est 15%, c'est comme les autres, mais ça peut aller jusqu'à 30%. Donc là, par contre, c'est-à-dire quasiment un tiers de votre bénéfice qui part en commission. Alors, il est vrai que vous êtes bien référencé, qu'il faut payer le référencement, mais c'est quand même assez énorme. Concernant le paiement, c'est également pour nous un des avantages, c'est que vous allez être payé le 15 de chaque mois de vos revenus moins les commissions. Donc ça peut être assez inconfortable pour certains. Il existe également d'autres éléments qui peuvent s'avérer pénalisants pour le propriétaire. La réservation, on l'a dit tout à l'heure, elle est instantanée, ce qui veut dire que vous n'avez aucune possibilité de contrôle. Alors ça peut être très désavantageux dans le sens où si par exemple vous avez une urgence et que vous ne pouvez pas donc accueillir des clients, des voyageurs qui ont réservé un de vos biens sur Booking, donc la réservation est automatique, donc vous n'avez pas pu annuler, vous ne pouvez pas annuler, le locataire peut annuler lui sur Booking, mais vous ne pouvez pas annuler. Et vous avez donc une raison, une urgence qui fait que vous ne pourrez pas accueillir vos locataires, et bien vous allez donc payer des pénalités.
De la même façon, si vous faites ce qu'on appelle de la multidiffusion sur les plateformes d'un bien, ce qu'on vous recommande d'ailleurs, et bien avec la réservation instantanée de Booking, et bien même si vous faites une synchronisation de calendrier qu'on verra plus tard, parfois la synchronisation intervient après la réservation de Booking, qui est donc instantanée, et donc vous vous retrouvez en sur-réservation, et vous allez également payer des pénalités, vous pouvez même être radié, puisque en fait Booking après, eux vont devoir reloger les clients qui avaient réservé votre bien, et donc ce sera à vous de payer des pénalités. Alors parlons maintenant d'Airbnb. Je suppose que tout le monde connaît ou a entendu parler d'Airbnb, ça fait vraiment partie du langage commun aujourd'hui. Alors, Airbnb, ça a été fondé il y a un peu plus de 10 ans, en 2008. C'est un site américain il revendique plus de 3 millions d'annonces en ligne dans 65 000 villes, dans pratiquement 200 pays. C'est un réseau mondial d'espaces locatifs à court terme qui sont mis en location par des particuliers. Alors sur Airbnb, il faut savoir que les voyageurs et les hôtes ont un profil qui est certifié avec différents niveaux de vérification. Il en va d'ailleurs de même pour les commentaires des clients. Ils vont être vérifiés et donc ça va aider les autres voyageurs à se décider, et ça va aider également les propriétaires, à vous aider à savoir ce que attendent vos locataires. On l'avait vu précédemment. Alors nous, on se concentre donc sur la LCD d'un bien entier. Mais il faut savoir que Airbnb propose également une chambre, un espace que vous allez partager, ou bien également de louer une chambre privée. Mais non, on va se focaliser sur la location d'un bien entier. Alors parlons maintenant des frais. Donc les frais pour vos locataires, ils vont à peu près aller jusqu'à 20% du total de la réservation. Les frais donc des propriétaires, des hôtes, c'est environ entre 3 et 5% pour couvrir les frais de transaction, mais cela varie en fait selon les pays et si les hôtes ont une politique d'annulation stricte ou pas. Et concernant enfin les frais d'annonce, ils sont gratuits. Alors il faut savoir que Airbnb propose dans certains pays l'accès à un photographe qui vient photographier vos appartements. Et également, il propose la tarification dynamique. Alors en fait, il vous suggère un prix pour vos biens, et si vous l'acceptez, en fait, alors souvent ce sont des prix moins 10 ans, si vous l'acceptez, ça peut accélérer en fait votre référencement. Mais tout ça, on le verra dans la partie référencement. Concernant l'acceptation des réservations, elle n'est pas automatique. Donc ça, c'est un point qui permet d'avoir le contrôle sur ces réservations. On peut activer la réservation automatique, mais on peut également garder le contrôle, contrairement à Booking. Et autre chose dont j'ai oublié de parler dans le chapitre annonces et notamment photos, Airbnb peut vous fournir un photographe, peut vous envoyer un photographe qui va venir prendre des photos et ensuite sélectionner les meilleures pour votre annonce. Évidemment, c'est payant, mais ce sera déduit de vos prochaines réservations. Alors, parlons maintenant de TripAdvisor. TripAdvisor, donc c'est Flipkey en anglais. C'est un petit peu la valeur montante de la location saisonnière. Alors, TripAdvisor, l'avantage, c'est quand on met son annonce sur cette plateforme, l'annonce sera mise automatiquement sur une dizaine de sites internationaux qui vont toucher des millions de voyageurs. Alors, concernant les frais pour vos locataires, vos clients, vos voyageurs, ils vont payer des frais de réservation que d'ailleurs TripAdvisor utilise pour faire fonctionner sa plateforme, et qui vont varier entre 8 et 16%. Ça dépend en fait du total de la réservation. Alors, concernant les frais pour le propriétaire, et c'est la raison pour laquelle c'est très apprécié des propriétaires, c'est que les frais pour le propriétaire ne sont que de 3% sur chaque réservation, et c'est ensuite déduit du total. Donc c'est pour ça que c'est apprécié, parce que ça fait partie des plateformes les moins chères pour le propriétaire, donc pour nous. Et enfin, concernant les frais d'annonce, ils sont totalement gratuits. Alors, avant de conclure ce chapitre, on va également vous parler des sites internet personnels, des pages internet que vous pouvez avoir pour proposer l'une ou plusieurs de vos locations saisonnières. Alors l'avantage de ces sites, c'est qu'une fois qu'ils sont bien référencés,
eh bien, ça fait que vous travaillez moins avec les plateformes et donc vous payez aucune commission. Donc ça peut être lorsque vous allez vous professionnaliser dans la location courte durée, eh bien, c'est une étape vraiment importante à effectuer. Vous pourrez également avoir une page Facebook, vous pourrez vous faire référencer en utilisant Google Ads, etc. Google qui permet, via une multitude d'outils, et notamment Google Maps, eh bien, de faire référencer votre bien, votre gîte ou votre appartement, eh bien, sur Google Maps. Et vous revendiquez en fait l'endroit où vous êtes. Et comme ça, toutes les personnes qui iront sur Google Maps, eh bien, verront apparaître votre bien. Ils verront les hôtels, les restaurants, et ils vont également apercevoir eh bien, votre bien. Donc, il y a plein d'astuces et d'outils qui sont proposés par Google lorsque vous avez votre site internet personnel, et ça peut être très efficace. Alors, parlons maintenant du référencement sur les plateformes dont on a parlé tout à l'heure. Parce que quand on débute son activité de loueur, eh ben, on n'est pas encore référencé. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, eh bien, c'est par exemple sur Booking, eh bien, lors de l'inscription de votre annonce, c'est de répondre à toutes les cases, toutes les questions qu'ils vous posent, car comme ça, en fait, ça va leur permettre d'avoir le maximum d'informations et de pouvoir justement trouver eh bien, le voyageur qui pourrait être intéressé par votre annonce. Évidemment, quel que soit le site, la plateforme sur laquelle vous allez publier, évidemment, quand on commence, je vous invite à mettre des prix plus bas que vos concurrents. Ça vous permettra eh bien, d'avoir des réservations, puisque on sait que le prix, c'est une dimension très importante, et d'avoir de nombreux commentaires. Et donc, plus vous aurez de commentaires, et plus ça va faire évoluer également votre référencement. Une autre astuce sur Airbnb, accepter la réservation instantanée, accepter la tarification dynamique. En fait, accepter toutes les suggestions d'Airbnb. Ça leur plaît. Et si vous répondez à tout favorablement, eh bien, ça va vous permettre d'être très bien référencé. Et ensuite, après, quand vous aurez donc déjà un petit passif, eh bien, vous pourrez enlever des contraintes, des éléments contraignants pour vous, parce que vous aurez déjà un passif, une activité passée, et vous pourrez déjà avoir un référencement rien que par cette activité. On sait également que la réactivité que vous allez avoir par rapport aux demandes de vos clients, de vos futurs voyageurs, eh bien, plus vous répondez rapidement et plus ce sera apprécié par l'algorithme qui gère le référencement et sur Airbnb d'ailleurs et sur d'autres comme Booking. Donc un conseil, quand vous débutez, quand on vous envoie des messages, hop, l'application, vous répondez tout de suite. Autre astuce, lorsque vous allez commencer, alors c'est vrai que c'est pas vraiment confortable d'accepter les réservations d'une nuit seulement quand on débute, parce que ça fait venir le ménage, etc. C'est pas vraiment toujours rentable. On a envie que les personnes viennent pour 2-3 nuits, c'est beaucoup plus facile à gérer au minimum. Néanmoins, quand vous commencez, si vous voyez que vous êtes mal référencé, que vous n'avez pas beaucoup de réservations par rapport à vos concurrents, eh bien acceptez les réservations d'une nuit, acceptez les durées minimales. Vous verrez que ça va augmenter le nombre de réservations, donc de commentaires, et également votre référencement. En gros, vous l'avez compris, le moins on a d'expérience, le moins on est référencé, et bien le moins on a d'exigences vis-à-vis des voyageurs. Alors une fois que vous aurez un référencement qui sera plus efficace, que vous aurez beaucoup un taux d'occupation assez important, eh bien vous allez naturellement avoir envie de vous libérer du temps et donc d'aller vers ce qu'on appelle l'automatisation. Alors, l'automatisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ça va être de pouvoir réaliser l'exécution totale ou partielle de tâches techniques, sans, ou en tout cas avec le moins d'intervention humaine possible. Et ce, pour pouvoir vous libérer du temps. Alors, on vous la conseille déjà au départ de votre activité de loueur en courte durée, mais ça deviendra nécessaire dès que vous pourrez répéter les opérations, parce qu'il faut savoir en moyenne, une location courte durée, ça nécessite, si vous n'automatisez rien, si vous faites tout vous-même, au minimum entre 10 et 15 heures par semaine. Donc si vous recherchez, on va dire, la liberté financière, ou si vous recherchez en tout cas à quitter votre emploi pour pouvoir vivre entre guillemets de vos revenus de location courte durée,
eh bien, il faudra aller vers une automatisation parce que sinon, en fait, vous aurez quitté un emploi eh bien, pour le remplacer par un autre travail qui sera celui de femme de ménage ou de concierge. Et évidemment, il faudra également eh bien, aller vers une délégation la plus totale eh bien, des tâches qui sont inhérentes à votre activité. Et la délégation, ce sera le prochain chapitre. Voilà, donc dès que vous allez mettre en place eh bien, votre première location courte durée, eh bien, vous allez avoir à répondre à des mails, à faire ce qu'on appelle des check-in et des check-out, ça veut dire aller recevoir vos voyageurs, aller, lorsqu'ils partent de votre bien, eh bien, vérifier que tout s'est bien passé, etc. Faire le ménage, re-envoyer des mails pour savoir si ça s'est bien passé, faire des commentaires, lire vos commentaires, répondre à des questions, etc. Tout ça, ça prend du temps. C'est une activité assez chronophage. Donc, en automatisant beaucoup de vos tâches, eh bien, vous allez gagner beaucoup de temps. Alors concrètement, vous avez deux manières d'automatiser ces tâches. La première, eh bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un channel manager. Donc, c'est un logiciel qui va faire la gestion de votre location courte durée de manière automatique, mais un channel manager, c'est payant. Ou bien, vous allez trouver des stratégies, des astuces pour automatiser le maximum de choses avec des manières totalement gratuites. Alors, commençons par les channel managers. Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur Internet. Vous tapez channel manager, vous en verrez plein. Il y a Bet24 qui existe, alors qui est en anglais, mais qui est un des plus appréciés. Et donc concrètement, vous allez le paramétrer, ce channel manager, ce logiciel. Et donc lui, il va gérer, synchroniser les calendriers de toute votre plateforme sur lesquelles donc, vous publiez vos annonces. Il va gérer le tarif, il va gérer l'encaissement, les statistiques, les analytics. Vous allez pouvoir envoyer des messages de manière automatique, par exemple dès la réservation d'un de vos biens, ou bien par exemple la veille de l'arrivée de vos voyageurs, vous voulez envoyer un message de bienvenue, un plan d'accès, un guide de voyage, eh bien vous allez pouvoir le faire de manière automatique. De la même façon, quand vos voyageurs sont partis, vous pourrez leur envoyer également un message automatique pour leur dire bah, écoutez, j'ai effectué une notation, j'ai envoyé un commentaire, n'hésitez pas à faire la même chose, etc. pour booster, pour donner envie à vos voyageurs eh bien, de commenter également votre bien. Voilà, donc c'est un véritable manager qui va s'occuper de beaucoup de tâches assez chronophages et assez ennuyeuses dans votre quotidien de loueur en LCD. Alors, l'inconvénient selon moi, c'est que bah, d'une part, c'est quand même assez cher, donc ça va quand même impacter votre rentabilité. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de tâches qu'on peut faire nous-mêmes de façon gratuite et de façon donc automatique également. On va le voir après. Et la troisième chose, c'est que c'est un petit peu impersonnel, je trouve, d'envoyer des messages automatiques à nos voyageurs. Même si ces messages sont vraiment paramétrés de façon précise et plutôt pertinente, vous verrez que ce sera impersonnel. Pourquoi? Parce que ces messages, eh bien, ils ne vont pas véritablement s'adapter eh bien, à la particularité des clients que vous allez avoir. Il y aura moins de spontanéité dans le texte et ça, vous verrez que les clients le sentent. On est, pour rappel, dans un milieu très concurrentiel, la location courte durée, et parfois ce qui fait la différence, ben, c'est l'humain. Et c'est justement le rapport personnalisé que vous allez avoir, l'échange que vous allez avoir avec vos voyageurs. Donc voilà, il faut se méfier un petit peu de tout ce qui est automatique. Ça dénature, ça déshumanise un petit peu les échanges et qui sont plutôt très importants dans ce milieu-là. D'autant qu'il existe des outils gratuits, donc on l'a dit, avec Google Mail notamment, qui permettent de créer des mails prédéfinis que vous allez envoyer à vos voyageurs. Par exemple, euh, la veille de leur arrivée, vous pouvez même programmer l'envoi et vous pourrez via Google Drive rajouter des PDF avec par exemple un guide de voyage, le plan d'accès, les codes, les interphones, etc. Donc ça c'est gratuit et ça va vous prendre 2 minutes à paramétrer. Concernant la synchronisation des calendriers, il faut savoir que la plupart des plateformes ont prévu déjà une interface pour pouvoir synchroniser et importer les calendriers. On sait que Booking et Airbnb sont compatibles pour importer et exporter les calendriers. Et nous, on vous conseille d'utiliser Google Agenda avec le format iCal qui permet de synchroniser toutes vos plateformes.
La synchronisation se fait automatiquement toutes les 30 minutes. Il faut juste le paramétrer au départ et puis ça sera ensuite donc synchronisé toutes les 30 minutes. Et donc ça vous permettra bien d'éviter les surréservations. Il faudra évidemment être prudent si vous utilisez Booking ou d'autres plateformes qui pratiquent la réservation instantanée. Et là, ne pas attendre la synchronisation pour avertir vos calendriers et bien que vos biens sont réservés à certaines dates. Mais Google Agenda, c'est vraiment très pratique et c'est gratuit. Alors, concernant maintenant le check-in et le check-out, donc c'est lorsque vous recevez vos clients, que vous leur remettez les clés, et puis là, c'est lorsque vous récupérez les clés quand ils partent, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Ou bien on le fait en présentiel, on les accueille nous-mêmes, mais bon, c'est chronophage, il faut encore être disponible. Ou bien on l'automatise, on va voir comment, ou bien on le délègue, et on verra ça un peu plus tard. Alors, une façon de l'automatiser, eh bien, c'est d'utiliser une boîte à clés. Une boîte à clés, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est une petite boîte, un petit coffre-fort dans lequel eh bien, vont être les clés de vos biens. Et dans lesquels, évidemment, vos voyageurs, lorsqu'ils partiront, si vous ne réalisez pas le check-out ou s'il n'est pas réalisé par quelqu'un d'autre, eh bien, remettront les clés. Alors ça peut être très utile, notamment pour, ceux qui louent des biens, qui ne sont pas dans des résidences très sécurisées. Quand je dis très sécurisées, ça veut dire qu'ils n'ont pas, 3, sas à passer ou leur faut un bip et cetera. Quand il y a une sécurité qui est minime ou qui nécessite simplement un code que vous pouvez remettre à vos locataires pour accéder ensuite, eh bien, à la cage d'escalier ou bien, au palier, eh bien, là, c'est bien parce que du coup, vous allez pouvoir positionner votre boîte à clés et quelle que soit l'heure à laquelle arriveront vos voyageurs, ils pourront accéder aux clés. Et ça, c'est quand même pratique. Néanmoins, ces boîtes à clés eh bien, présentent également des inconvénients. Il faut savoir que dans une copropriété, eh bien, vous avez des règles de sécurité et d'usage qui sont votées par les copropriétaires et que beaucoup de copropriétés eh bien, se montrent beaucoup plus strictes maintenant en termes de sécurité. Et les boîtes à clés, elles sont rarement bien accueillies dans une copropriété. Donc elles peuvent être source de conflits avec vos voisins. Sachez également que beaucoup d'assurances, et de plus en plus d'ailleurs, eh bien, en cas d'infraction, eh bien, refusent d'indemniser les propriétaires qui ont subi un vol en raison de la présence de cette boîte à clés qui pour eux ne garantit pas assez la sécurité. Sachez également qu'il vous sera nécessaire, donc en termes de sécurité, eh bien, de procéder régulièrement à des changements de code. Nous, on va davantage vous conseiller ce qu'on appelle les serrures connectées. Alors, ça demande un budget un peu plus important. Il faut compter entre 300 et 400 euros pour avoir un modèle de serrure connectée efficace. Là, on vous a mis un exemple. C'est Igloo Home qui fait ce modèle-là. Mais pour nous, c'est quand même quelque chose de plus pratique. Alors, l'avantage, c'est que la plupart des serrures connectées vont vous offrir différents modes d'accès possibles. Vous allez avoir ce qu'on appelle une clé Bluetooth, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'ouvrir avec le Bluetooth eh bien, de votre appareil ou bien d'un autre appareil qui aura téléchargé l'application qui est reliée à votre serrure connectée. Vous pourrez l'ouvrir avec un code PIN, donc c'est pratique si vous remettez le code PIN à vos locataires, ou bien avec une carte d'accès ou encore une clé physique. L'avantage, c'est que vous pouvez par exemple programmer un code PIN qui sera qui va expirer après une durée que vous aurez définie. Donc en termes de sécurité, c'est quand même un peu plus pointu. Vous n'aurez pas de conflit avec les propriétaires et avec les assurances non plus. Voilà, on vous a donné différentes manières d'automatiser un petit peu des tâches qui sont assez chronophages. Mais bon, voilà, si vous pratiquez la synchronisation des calendriers via les outils qu'on vous a donnés, outils gratuits, et puis que vous installez ou une boîte à clés ou bien une serrure connectée, alors c'est sûr que ce n'est pas gratuit, eh bien déjà, vous aurez gagné beaucoup en automatisation et vous aurez gagné déjà beaucoup de temps. Alors, pour gagner du temps, il va évidemment également falloir déléguer. C'est complémentaire à l'automatisation, c'est la délégation. Alors, pour la délégation, en fait, il y a tout simplement deux solutions. Ou bien vous passez par une agence, type de conciergerie, et puis vous verrez avec eux le type de forfait, de formule que vous voulez adopter. Ou bien vous allez passer par une personne de confiance. Alors, concernant la délégation par des agences, et vous avez dû le voir, il y a un certain nombre de sociétés de conciergerie qui sont en plein essor, c'est en plein développement et qui proposent donc des services avec différentes formules selon
ceux qu'on souhaite déléguer. Il y en a qui vont, proposer le check-in, le check-out. Il y en a qui vont proposer le service de ménage en complément. Il y en a qui vont proposer même de gérer vraiment la location de A à Z. Voilà. Et évidemment, les formules, plus elles seront complètes et plus elles vous seront coûteuses. Il faudra compter environ entre 18 et 20% en moyenne de commission à donner à ces agences. Donc si déjà vous donnez 10-15% de vos revenus à Airbnb et que vous rajoutez entre 15 et 20% pour le check-in, le check-out, le ménage à des agences de conciergerie, déjà votre rentabilité elle est quand même assez impactée. Donc il faudra bien regarder tout ça. Et puis autre chose, c'est que souvent ces conciergeries ne sont pas présentes dans toutes les villes. Elles sont présentes dans les grandes villes, alors c'est en développement, mais elles ne sont pas encore présentes dans des villes un peu plus éloignées. Alors, quelques noms de conciergerie. Vous avez B&B Lord, vous avez Wilkies, vous avez BNP Sitter. Enfin, vous en avez tout un tas. Vous en trouverez sur Google. En termes de tarifs, souvent, c'est les mêmes. Mais si vous en cherchez une, je vous conseille de taper tout simplement sur Google le nom de votre ville. Par exemple, on prenait l'exemple du Havre tout à l'heure. Le Havre, conciergerie Airbnb. Vous tapez ça sur Google et vous aurez, s'il en existe, des conciergeries qui vous proposeront leurs services. Maintenant, il existe une autre solution, si on souhaite optimiser nos frais, c'est de trouver une personne de confiance. Alors, contrairement aux professionnels, on va dire, du monde de la conciergerie, cette personne de confiance que vous allez trouver n'est pas forcément quelqu'un de professionnel. Et donc, il faudra que cette personne ait un sens de l'accueil, soit une personne chaleureuse, soit exigeante dans la propreté et l'hygiène lorsqu'elle réalisera le ménage, quelqu'un d'organisé, quelqu'un de fiable, quelqu'un de disponible parce que vous le verrez, vous aurez le fameux j'arrive à 19h et puis à minuit ils vous appelleront, vos voyageurs, j'ai raté mon avion, j'ai pas trouvé, etc. Donc il faudra quelqu'un de disponible. Alors si vous souhaitez donner un cadre légal à votre collaboration avec cette personne de confiance, vous pourrez lui demander de se positionner en tant qu'auto-entrepreneur. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller sur un site comme le site jemepropose.com, de trouver une femme de ménage, de la faire venir plusieurs fois, de voir comment ça se passe, donc de faire une délégation partielle et de ne faire que le ménage, et puis commencer à lui proposer, est-ce que tu souhaites que je te paye davantage, je vais te demander de faire un check-in, une autre fois un check-out, et puis de commencer à créer une relation de confiance avant de lui donner la responsabilité de plus en plus de tâches. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il existe différentes solutions dans la délégation. Elle peut être donc totale ou partielle, on l'a vu, et vous aurez donc différentes possibilités. Alors sachez que vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer des problèmes, ça fera partie de votre carrière d'investisseur de manière globale, mais de loueur en location courte durée. Et donc vous aurez parfois à devoir régler des problèmes. Alors si vous travaillez avec une agence type conciergerie, eux ils seront habitués, ils sauront gérer les problèmes. Si maintenant vous travaillez avec une personne avec qui vous avez fait confiance, il faudra lui demander de prendre des photos, donc d'être sur place et puis de faire un rapport précis du problème. Si c'est un problème qui concerne, par exemple, il y a un chauffe-eau, par exemple, qui ne fonctionne plus, là, c'est important également d'avoir son petit réseau d'artisans avec un plombier, un électricien, etc. Des personnes qui sont rapidement disponibles. Alors, ça, je sais que c'est compliqué, parce que souvent, les bons artisans, ils sont très demandés. Mais d'avoir, on va dire, des petits bricoleurs qui peuvent, quand vous n'êtes pas là, intervenir sur un de vos biens. On va maintenant pouvoir passer au chapitre suivant, qui est le chapitre réglementation. Car s'il est vrai que la location courte durée peut s'avérer très séduisante au vu de ses possibles rentabilités assez élevées, il n'en demeure pas moins très important de connaître voire les réglementations en vigueur. Lorsque vous effectuez la mise en location d'un de vos biens, même en saisonnier, en fait, il y a un contrat qui est fait entre deux parties, donc vous, le bailleur, et votre locataire. Alors, si vous mettez en location un de vos biens, donc en location saisonnière, et que vous ne passez pas par une plateforme, vous devrez établir un contrat de location saisonnière.
Maintenant, si vous passez par donc des plateformes, eh bien, effectivement, le contrat qui est passé entre donc vous, le bailleur et le locataire, eh bien, en fait, c'est les plateformes qui s'en occupent, hein, qui agissent en tant qu'intermédiaires, et donc vous vous occupez de rien. Néanmoins, vous allez avoir un certain nombre de règles eh bien, à respecter, notamment des règles en termes de durée. Hein, il faut savoir que en termes de durée, c'est la loi Hoguet hein, qui s'applique. C'est une loi qui est vieille de presque 50 ans, puisqu'elle est de 1970, et donc c'est cette loi qui s'applique. Et que dit cette loi? Eh bien, elle dit qu'une location saisonnière, elle est conçue pour une durée maximale et non renouvelable eh bien, de 90 jours consécutifs. Autrement dit, eh bien, les séjours ne devront pas dépasser 90 jours pour un même locataire, que vous louiez d'ailleurs votre résidence principale ou votre résidence secondaire. Si le logement que vous louez se trouve au sein d'une copropriété, il faut savoir qu'il y a de nombreuses copropriétés, d'ailleurs de plus en plus, qui inscrivent dans leur règlement l'interdiction, enfin c'est pas écrit comme ça, mais on va dire que le règlement de copropriété, il comporte une clause. Cette clause s'appelle la clause d'habitation bourgeoise et de fait interdit la location courte durée. Alors, il y a une exception, on va dire, enfin il y a une jurisprudence d'ailleurs qui existe, c'est que si par exemple le règlement de copropriété il autorise l'occupation des locaux à usage profession libérale, par exemple un médecin, un avocat ou un infirmier, un kiné, la location meublée de courte durée, elle doit pouvoir être pratiquée à condition qu'elle ne crée pas de nuisances plus importantes que celles existantes par les professions libérales. Concrètement, la justice, en fait, elle va considérer que les nuisances qui vont être créées par exemple, les allées et venues de vos voyageurs ne seront pas supérieures à celles déjà existantes par les clients des professions libérales. Alors, on va distinguer donc deux types de biens que vous allez pouvoir mettre en location, ou bien votre résidence principale, ou bien votre résidence secondaire. Et les réglementations varient selon le type de résidence. On va commencer par la résidence principale. Alors la résidence principale, comment est-elle définie? C'est la loi Allure qui définit la notion de résidence principale. Et elle dit concrètement que la résidence principale, elle est entendue comme le logement occupé au moins 8 mois par an. Alors, il est précisé, donc, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Alors, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge, au sens du Code de la construction et de l'habitation. On parle de réglementation, donc on est évidemment précis. Donc très concrètement, ce qu'il faut retenir pour la location de votre résidence principale, c'est que vous n'avez pas besoin d'autorisation préalable de changement d'usage ou même d'enregistrement auprès de votre mairie. Ce n'est pas nécessaire dès lors que vous ne dépassez pas 4 mois de location dans l'année. Alors, concernant la location courte durée de votre résidence secondaire, en fait, il existe différents cas de figure qui dépendent de l'endroit où se trouve votre bien. En effet, selon la situation géographique du bien que vous avez proposé à la location, vous aurez ou non à effectuer des démarches comme la déclaration du bien et l'autorisation temporaire de changement d'usage. Alors, la déclaration du bien, en fait, vous allez devoir déclarer votre logement en tant que meublé de tourisme. Et cette déclaration, vous allez la faire à la mairie. Et ce, quelle que soit la commune où ce bien se situe. Vous allez en fait remplir et adresser au maire un formulaire de déclaration. Alors en fait, dans ce formulaire de déclaration, vous allez indiquer l'adresse du bien, le nombre de lits, de pièces, la période de l'année pendant laquelle vous comptez héberger les touristes, etc. Et sachez que si vous ne faites pas cette déclaration, vous pouvez avoir une amende qui est de l'ordre de 450 €. Alors, selon où se trouve ce bien, vous aurez également à demander une autorisation temporaire de changement d'usage. Si votre bien se trouve à Paris ou bien dans les départements Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, enfin tout ce qui concerne la petite couronne parisienne, tout ce qui concerne également les villes de plus de 200 000 habitants, donc Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nice, enfin toutes les villes, Montpellier, Bordeaux, toutes les villes qui sont supérieures à 200 000 habitants, vous devrez également faire cette demande d'autorisation.
et également dans les villes de plus de 50 000 habitants qui se trouvent dans une zone tendue. Sachez qu'il y a également des communes qui peuvent exiger ce qu'on appelle un numéro d'enregistrement qui vont vous demander en fait, de mettre en place une procédure de télédéclaration en ligne. Et en fait, lorsque vous publierez des annonces, vous devrez inscrire dans l'annonce le numéro d'enregistrement. Alors, il faut savoir que l'autorisation, elle est temporaire. Et de fait, une fois que l'autorisation de changement d'usage arrive à expiration, il faudra en redemander une nouvelle pour pouvoir continuer à exercer votre activité de loueur en courte durée. Si ce n'est pas fait, le logement retrouvera son usage d'habitation classique. Si toutefois vous décidez de louer donc votre résidence secondaire sans autorisation, sachez que vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 25 000 euros et également de 1 000 euros par jour et par mètre carré jusqu'à ce que vous régularisiez la situation. Alors, il y a des villes qui ont des réglementations encore plus strictes, comme par exemple Paris, qui, elles, exercent ce qu'on appelle la loi de compensation. Ce qui veut dire que si vous souhaitez donc louer un bien en location courte durée, donc déjà, vous devrez demander une autorisation, bien évidemment. Vous devrez transformer en logement des locaux qui sont non prévus, non dévolus à l'habitation. Par exemple, un bureau ou un commerce, vous devrez le transformer en location habitable. Alors, il faut savoir que d'autres villes, comme Nantes, Lyon et d'autres villes à plus de 200 000 habitants, appliquent elles aussi des méthodes de compensation. Alors, méthode plus ou moins stricte, plus ou moins exigeante, ça diffère selon les villes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous renseigner dans chaque ville dans laquelle vous souhaitez investir, parce que la réglementation, elle évolue selon chaque ville. Et de plus, Airbnb ne se laisse pas faire et donc assigne très souvent des municipalités pour pouvoir, on va dire, revenir aux anciennes règles. Donc, il n'y a rien qui est acquis dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous parler des réglementations actuelles ville par ville parce qu'elles évoluent. Voilà. Mais ce qui est important de savoir, c'est que globalement, il y a véritablement un durcissement de la réglementation, notamment pour les résidences secondaires. Alors un petit point sur la sous-location. La sous-location, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est quand un locataire sous-loue le bien qu'il loue à des voyageurs, à d'autres locataires. Alors ce n'est pas interdit, néanmoins ça nécessite obligatoirement l'accord du propriétaire du bien. Alors concrètement, qu'est-ce que dit la loi ? En France, la sous-location, elle est régie donc par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et elle dit concrètement, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement, sauf donc, on vient de le voir, avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Ce qui veut dire qu'en fait, le prix du loyer, au mètre carré de surface habitable des locaux que vous sous-louez, il ne pourra pas excéder celui qui est payé par le locataire principal. Et en cas de cessation du contrat de location principal, le sous-locataire, lui, il n'a aucun droit, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur. En résumé, donc, pour qu'une sous-location soit déclarée légale, donc, le locataire devra donc informer le bailleur du logement et donc obtenir un accord écrit, fixer le loyer au même prix que celui qui est payé par le locataire existant. Alors il y a différentes charges cependant qui peuvent être rajoutées si le locataire continue de les payer à son nom. Donc le sous-locataire il devra payer des charges comme l'électricité, le gaz, internet, le téléphone, etc. Et il est également fortement recommandé d'établir un contrat écrit de sous-location. En fait, la sous-location, elle doit être, selon la loi, effectuée dans une démarche d'économie pour le locataire, et donc qui va peut-être s'absenter plusieurs mois et qui veut garder quand il revient son bien, et donc il va le sous-louer, et non pas dans une démarche de profit. Donc là, on a vu donc la sous-location entre particuliers, et donc ça peut aider effectivement certains locataires à amortir des loyers. Cependant, il existe un autre type de sous-location. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, il y a beaucoup de formations
miracles vendus par des vendeurs de rêves qui se répandent sur Internet. Et en fait, cette sous-location, eh bien, c'est ce qu'on appelle la sous-location professionnelle. Alors, vous aurez bien évidemment toujours besoin de l'accord écrit du bailleur, mais votre activité de sous-loueur eh bien, sera en fait régie par un bail dérogatoire. L'avantage, c'est que eh bien, ce type de contrat, il vous autorise à percevoir plus de loyer que ce que vous ne payez vous-même comme loyer à votre propriétaire. Alors, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat fiscaliste pour la rédaction eh bien, de ce bail dérogatoire qui sera spécifique. Enfin, sachez également que pour effectuer cette activité de sous-loueur professionnel, eh bien, il faudra une structure, une société commerciale SAS, SARL. Voilà, c'était un petit point sur la sous-location. Alors, on vous en parle parce qu'en fait, la sous-location, eh bien, elle va être utilisée comme outil, un bien qui va être ensuite exploité en location courte durée. Alors maintenant, un petit mot sur la para-hôtellerie. Alors en fait, si par exemple vous exploitez eh bien, un gîte en location courte durée, mais que vous décidez de fournir des prestations comme le petit déjeuner, ou bien le nettoyage régulier des locaux, ou encore la fourniture de linge de maison, ou la réception de vos voyageurs. Eh bien en fait, si vous avez donc 3 conditions parmi les 4 que je viens de citer qui sont effectuées, et qui sont offertes aux clients, eh bien vous serez requalifié en tant que para-hôtelier. Alors, en faisant partie donc, du régime de la para-hôtellerie, eh bien, vous serez, de la même façon que la location meublée, eh bien, vous ferez partie en fait, des activités commerciales relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, ça, c'est un terme fiscal qu'on reverra un peu plus tard. Alors, les différences, je vais le faire globalement, entre donc, les deux régimes meublés et para-hôtellerie. Eh bien, en fait, elles vont concerner donc, fiscalement l'imputation des déficits. C'est quelque chose qu'on verra également dans le chapitre fiscalité, mais en fait, en gros, quand vous êtes para-hôtelier, eh bien, l'imputation de déficit ne peut être fait que sur 6 ans. Il y a une autre différence qui concerne la TVA. Lorsque vous êtes para-hôtelier, eh bien, vous pouvez récupérer la TVA qui a grévé en fait, l'acquisition ou les travaux de votre gîte. Alors, il existe une dernière différence entre ces deux régimes, donc le régime meublé et le régime de la para-hôtellerie. Et ça concerne en fait l'impôt sur la plus-value. Si vous revendez votre gîte, donc qui fait partie du régime de la para-hôtellerie, eh bien vous serez soumis à la plus-value des sociétés, des professionnels. Et si vous êtes en revanche eh bien, en location meublée non professionnelle, eh bien vous serez soumis à la plus-value des particuliers qui est quand même un petit peu plus intéressante. Alors, avant de parler de fiscalité, qui est un élément vraiment important, on va vous parler des impôts qui sont propres à la location courte durée. Alors, lorsque vous allez donc effectuer votre activité de location courte durée, vous allez donc évidemment payer la taxe foncière de votre bien. C'est un impôt qui est dû tous les ans par tous les propriétaires de biens. Alors, la taxe foncière, c'est pas quelque chose qu'on aime trop quand on est propriétaire parce que elle est en constante augmentation. Alors, quand vous allez faire de la LCD, vous allez également devoir vous acquitter de la CFE. Alors, la CFE, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la cotisation foncière des entreprises. En fait, vu que votre location meublée, eh bien, elle constitue par nature une activité commerciale, eh bien, elle est à ce titre imposable à la CFE. Et ce, quel que soit le régime fiscal choisi, donc micro ou réel, ce qu'on verra dans le chapitre suivant. Alors, autre taxe qui peut vous être demandée, c'est la taxe de séjour. Alors, la taxe de séjour, en fait, c'est un impôt qui est institué par des communes et leur but, en fait, c'est de financer leurs dépenses liées au tourisme. Alors, traditionnellement, elle concernait les logeurs et puis les hôteliers professionnels. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des communes qui ont décidé, en fait, de l'appliquer, donc, dans certaines villes, aux locations entre particuliers. Et donc, dans ces communes qui l'appliquent, eh bien, le loueur sera tenu de faire payer la taxe de séjour aux voyageurs avant de la reverser à la commune. Parlons maintenant de la taxe d'habitation. Alors, cette taxe, elle est due en théorie par l'occupant d'un bien au 1er janvier de l'année d'imposition. Eh bien,
lorsque vous exploitez un bien en location courte durée, eh bien, vous n'êtes pas soumis à la taxe d'habitation. Et de plus, il faut savoir que lorsque vous payez donc la CFE, eh bien, vous ne pouvez pas non plus être soumis à la taxe d'habitation. Donc, si jamais vous recevez un avis de taxe d'habitation, eh bien, il faudra faire une réclamation puisque vous ne pouvez pas et payer la CFE et la taxe d'habitation. Voilà, on y arrive. Je vais maintenant vous parler de fiscalité. Inutile de vous dire combien il est important de maîtriser eh bien, la fiscalité. Ce sont véritablement les règles du jeu eh bien, de votre activité. Alors, lorsque vous exploitez eh bien, un ou plusieurs biens en location courte durée, donc on est en location meublée, eh bien, vos revenus sont assimilés à ce qu'on appelle des revenus BIC. Ce sont des bénéfices industriels et commerciaux. Lorsque vous allez déclarer eh bien, vos revenus BIC, donc BIC, bénéfices industriels et commerciaux, eh bien, vous aurez le choix entre deux régimes. Alors, tout d'abord, le régime micro-BIC. Micro-BIC, c'est en fait dès lors que vos revenus locatifs sont inférieurs à la somme de 32 900 € par an, eh bien, vous pourrez choisir ce régime. Et en fait, ce régime vous donne droit à un abattement forfaitaire de 50% de tous vos revenus. Donc, à première vue, eh bien, c'est très simple. C'est même plus intéressant que la location nue où là, l'abattement est forfaitaire est de 30%. Donc, à première vue, eh bien, c'est quand même très intéressant. Mais dans la plupart des cas, on va vous conseiller d'opter pour l'autre régime. Et cet autre régime, eh bien, il s'appelle le régime réel simplifié. Alors, ce régime donc réel simplifié, eh bien, il va concerner toutes les activités où les revenus locatifs sont supérieurs à la somme de 32 900 € par an. Mais également, si vous le souhaitez par choix, eh bien, vous pourrez, même en ayant des revenus inférieurs, eh bien, adhérer au régime réel simplifié. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la location meublée, et donc on l'a vu tout à l'heure, c'est une activité qui est classée dans les BIC. C'est donc par essence une activité commerciale d'un point de vue fiscal. Eh bien, par conséquent, il est logique que lorsqu'un propriétaire qui loue en meublé, eh bien, il est logique que le propriétaire soit assujetti aux mêmes règles qu'une entreprise. Et donc, on va voir qu'il va pouvoir amortir ses biens de manière professionnelle. C'est d'ailleurs l'avantage principal eh bien, du régime réel simplifié, c'est donc la possibilité d'amortir et de déduire eh bien, des frais qui sont inhérents à votre location. Concrètement, eh bien, vous allez déduire de vos recettes vos dépenses classiques, mais également la valeur de votre bien immobilier, un pourcentage de la valeur de votre bien immobilier. Alors, commençons par les charges donc, les plus courantes que vous allez pouvoir déduire. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette liste, vous allez pouvoir déduire l'assurance du bien. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre en location, si c'est une résidence secondaire, vous allez eh bien, prendre une assurance qu'on appelle une assurance PNO, propriétaire non occupant, et vous allez pouvoir déduire cette assurance eh bien, de vos recettes. Vous allez également pouvoir déduire les charges de copropriété, l'électricité, toutes les petites réparations que vous allez devoir effectuer pendant votre activité, vous allez pouvoir les déduire. Si jamais vous passez par une agence ou une conciergerie pour trouver des locataires et pour gérer votre bien, eh bien vous allez pouvoir déduire tous les honoraires. Vous allez pouvoir déduire comme impôts et taxes eh bien, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises. Vous allez également pouvoir déduire eh bien, les factures d'Internet. Si vous équipez vos biens d'Internet, vous pourrez déduire les factures d'Internet. Et également, vous allez pouvoir déduire eh bien, les intérêts d'emprunt liés au crédit qui finance eh bien, le bien que vous exploitez en location courte durée. Sachez que vous pourrez également déduire les frais de dossier de votre achat si l'emprunt a été effectué dans l'année. Vous allez également pouvoir déduire de vos recettes les frais de comptable. Il faut savoir que si vous optez pour le régime réel simplifié, vous allez bien évidemment devoir prendre et passer par les services eh bien, d'un comptable. Alors, pour votre première année de déclaration, vous pourrez également, et c'est très important puisque c'est un montant assez élevé, déduire eh bien, les frais de notaire qui sont liés à l'acquisition du bien. Généralement, c'est un des éléments qui crée en fait du déficit à votre exercice comptable et qui du coup fera que vous ne paierez pas d'impôts là, voire les premières années. Enfin, tout dépend, et on le verra tout à l'heure, eh bien, du montant de vos recettes.
Alors cette liste de déductions, elle est non exhaustive, hein. Il y en a qui dépensent les dépenses pour les rouleaux de papier toilette. Il y en a qui déduisent, par exemple, avec un système d'IKV, eh bien, leurs déplacements, ils considèrent que c'est des déplacements professionnels, pour aller accueillir, pour faire les remises des clés, eh bien, des voyageurs. Si vous optez pour un channel manager, eh bien, vous pourrez déduire les frais du channel manager. Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez déduire. Enfin voilà. En fait, vous allez déduire toutes les charges qui sont inhérentes eh bien, à votre activité de loueur en courte durée. Donc là, c'était la partie des charges déductibles. Maintenant, on va s'intéresser aux amortissements. Alors, les dépenses amortissables vont être des dépenses en fait qui, en général, sont supérieures à un montant de 600 €. Alors pour que ces dépenses soient comptabilisées, il faudra bien évidemment des factures et il faudra que ces factures eh bien, aient une date égale ou postérieure à votre début d'activité. Alors cette activité, elle va se faire sous un statut qui s'appelle le statut LMNP. Donc LMNP, ça signifie quoi? Ça signifie loueur meublé non professionnel. Alors, comment déclarer son activité en LMNP? C'est très simple. En fait, dans les 15 jours qui suivent votre début d'activité, vous allez devoir remplir un formulaire qui s'appelle le formulaire P0I et que vous allez envoyer au greffe du tribunal de commerce. Et suite à ça, il vous sera remis un numéro de SIRET. Alors, ce statut de LMNP, il peut évoluer en statut LMP, c'est-à-dire loueur meublé professionnel sous certaines conditions. Alors ces conditions, elles ont évolué notamment en 2019. Et en fait, il y a 2 conditions à remplir pour basculer en location meublée professionnelle. Première condition, les recettes annuelles, donc les loyers et les charges de l'activité de loueur en meublé, sont supérieures à 23 000 €. En sachant que si vous commencez votre activité en cours d'année, en fait, on appliquera à ce seuil un prorata temporis pour tenir compte du nombre de jours où l'activité de loueur meublé a été exercée. Alors, deuxième condition, c'est que les recettes annuelles du LMP, elles doivent excéder les autres revenus d'activité du foyer fiscal. Alors, en gros, ça va correspondre à la somme des revenus suivants. Vous pouvez le voir sur le tableau. Voilà, vous allez avoir donc les traitements et salaires avec les pensions, les rentes viagères. Si vous avez d'autres BIC, qui sont donc différents de ceux qui sont tirés de l'activité de loueur, vous avez également les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et les revenus des gérants et associés qui sont mentionnés à l'article 62 du CGI. En gros, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, vos revenus locatifs, ils doivent dépasser tous vos revenus d'activité. En revanche, ne peuvent pas faire partie de vos revenus d'activité les revenus locatifs de location nue, par exemple. Je vous parle de ça parce que beaucoup de loueurs qui ne souhaitent pas basculer en LMP souhaitent rajouter à leur revenu d'activité les revenus des locations nues pour justement avoir un revenu d'activité qui est conséquent et qui fait qu'il n'est pas dépassé par les revenus locatifs en LCD. Voilà, donc tous ceux qui souhaitent arrêter leur activité pour vivre de leurs revenus locatifs et notamment en LCD, ils passeront tous quasiment automatiquement en LMP. Alors, on va vous mettre un petit tableau avec les différences entre le statut LMNP et LMP. Mais globalement, les différences vont se situer donc sur l'imputation des déficits et sur la plus-value en cas de revente. En LMNP, on sera toujours sur la plus-value des particuliers. En revanche, pour le statut LMP, on sera sur la plus-value professionnelle. Alors, revenons maintenant aux amortissements et aux dépenses donc amortissables. Alors que vous soyez en LMNP ou en LMP, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous allez pouvoir déduire le même type de dépenses. Et vous allez pouvoir amortir également le même type de dépenses. Alors, comment ça se passe? En fait, l'administration fiscale, elle va considérer que le bien que vous exploitez, donc votre logement que vous exploitez en location courte durée, il subit chaque année une perte de valeur. Et donc, vous allez pouvoir déduire le montant de cette perte de valeur de vos recettes. Donc, on est toujours sur le régime réel simplifié. Alors, grosso modo,
Vous allez pouvoir également amortir le montant de vos travaux. Vous achetez un bien, vous allez l'exploiter en LCD, vous réalisez 50 000 € de travaux, et bien pendant 10 ans, vous allez pouvoir amortir ces travaux. Donc en divisant par 10, ça vous fera, prenons cet exemple, 5 000 € d'amortissement de vos recettes à déduire. De la même façon, vous allez pouvoir amortir les dépenses liées à l'achat d'électroménager, de mobilier, donc pour votre location courte durée. Alors, généralement, c'est le comptable qui décide de la durée, mais ça se situe entre 5 et 10 ans. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de 5 000 € de dépenses, donc électroménager et de mobilier, si on les amortit sur 10 ans, ça vous permettra d'amortir 500 € par an. Alors, enfin, l'un des postes principaux permettant de ne pas payer d'impôts, ou en tout cas de réduire votre facture d'impôt, ça va être d'amortir le prix du bien de votre logement. Alors, tout va dépendre de votre comptable. Certains comptables vont déduire un pourcentage moyen. Ils vont considérer que votre bien se déprécie sur 25 ans et donc ils vont amortir 4% du prix de votre bien par an. Un exemple, vous avez acheté un logement 100 000 €, 4% de 100 000 €, ça fait donc 4 000 € qu'ils vont amortir chaque année sur donc 25 ans. Alors, d'autres vont faire, et c'est ce qui en théorie doit être fait, un amortissement par composant. En fait, ils vont faire ce qu'on appelle la ventilation, c'est-à-dire qu'ils vont ventiler les différents composants du bien avec des durées spécifiques d'amortissement. Ils ne vont pas faire le même amortissement pour le gros œuvre, pour l'aménagement, pour les peintures, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, ce sera donc votre comptable qui s'occupera d'effectuer ce calcul d'amortissement par composant. Alors vous l'avez compris, donc en passant par ce régime réel simplifié, la déduction des charges et des amortissements peut, dans certains cas, ça dépendra du montant de vos recettes locatives annuelles, créer du déficit. Alors l'avantage quand on est en statut LMNP, c'est que on peut reporter ce déficit. C'est-à-dire que si on arrive à un déficit dans notre exercice comptable, le montant du déficit il va pouvoir être reporté sur d'autres années où on n'aura pas réussi, par exemple, à déduire ou à amortir suffisamment d'éléments pour ne pas payer d'impôts. Donc ça, c'est très intéressant donc, en LMNP. En revanche, en LMP, le déficit il n'est pas reportable à vie. Il y a une durée limite à ne pas dépasser. Ce qui n'est pas le cas du statut LMNP où le déficit est reportable à vie. Alors on va le voir, quand vous exploitez un bien en location courte durée et que vos revenus locatifs dépassent 23 000 € par an, vous allez être assujetti à ce qu'on appelle le SSI, donc c'est la sécurité sociale des indépendants. Je précise, même en étant au statut LMNP, vous allez donc être assujetti au SSI dès que vos revenus locatifs dépasseront 23 000 €. Alors en location meublée traditionnelle, pour être assujetti au SSI, il fallait être basculé, on va dire, en statut LMP. Là, donc en location courte durée, c'est une des spécificités. Dès lors que vous dépassez 23 000 € de revenus locatifs, même en LMNP, vous serez assujetti donc au SSI. Si maintenant vous êtes donc en LMNP et que vos revenus issus de votre location courte durée ne dépassent pas 23 000 €, vous ne serez pas assujetti au SSI. Alors, vos revenus BIC, donc vos bénéfices industriels et commerciaux, ils vont connaître deux traitements. Un traitement fiscal et un traitement social. Alors, le montant donc de vos revenus BIC qui va être pris en compte, c'est bien évidemment le montant après amortissement et déduction si vous êtes au régime réel simplifié, ou bien après le forfait de 50% si vous choisissez le régime forfaitaire. Et donc, ce montant de BIC, d'un point de vue fiscal, il va être imposé selon votre TMI. Alors, la TMI, c'est quoi? C'est votre tranche marginale d'imposition. Alors, il existe différentes tranches. La tranche de 14, d'ailleurs, va passer à 11 en 2020. Et il existe également les tranches de 30, 41 et 45%. Et donc, ce montant de BIC va également connaître un traitement social, ce qui veut dire qu'il va être soumis aux prélèvements sociaux, donc CSG et CRDS, qui est de 17,2%. Si maintenant vos revenus locatifs annuels dépassent 23 000 € donc en location courte durée, vous allez être assujetti aux cotisations SSI.
Alors, le traitement fiscal de votre BIC ce sera le même que précédemment, donc soumis à la TMI. En revanche, le traitement social de votre BIC, eh bien, vous aurez donc la cotisation SSI à payer. En gros, c'est 45% de vos bénéfices industriels et commerciaux, hein, pas de votre chiffre d'affaires, de vos bénéfices, donc après déduction, amortissement. Et donc ça, c'est jusqu'à une certaine tranche qu'on appelle le PAS. Et au-delà de ce PAS, eh bien, ce sera 28%. Alors, vous n'aurez pas en revanche de CSG et de CRDS. Comme vous pouvez le voir, le SSI, ça impacte quand même beaucoup bien votre rentabilité, surtout si vous n'avez pas pu réaliser d'amortissement et de déduction importantes. Alors, j'aimerais vraiment insister sur un point. S'il est vrai qu'en location meublée traditionnelle, eh bien, on peut éviter l'impôt pendant plusieurs années via le régime réel simplifié, eh bien, en location courte durée, vu la rentabilité, vu les revenus locatifs bien supérieurs, eh bien, il vous sera particulièrement difficile de ne pas payer d'impôts. Pourquoi? Eh bien parce que les revenus étant trop importants, eh bien les déductions des amortissements qui seront les mêmes sensiblement que pour une location meublée classique, à part quelques détails à rajouter, eh bien ça ne vous permettra pas, ça ne sera pas suffisant pour déduire la totalité de vos recettes. Et fiscalement, donc comme vous avez pu le voir, quand on a un SSI à payer sur 45% des bénéfices, eh bien ça monte très vite. Et c'est là où je suis vraiment en total désaccord avec beaucoup de formateurs vendeurs de rêves qui sont spécialisés en location courte durée et puis qui vous disent vous allez remplacer votre salaire par 2 studios exploités en location courte durée et vous verrez, vous ne paierez pas d'impôts. Alors sur le papier, ils vont vous parler donc de cette niche du régime réel simplifié. Ils vont vous dire, vous allez voir, vous n'allez pas payer d'impôts pendant plusieurs années, c'est génial. Alors ça, c'est de la théorie. En réalité, quand vous avez des chiffres vraiment importants, des hauts revenus locatifs, eh bien, vous ne pourrez pas créer suffisamment d'amortissement et de déduction pour pouvoir annuler toutes vos recettes. Alors, on reparlera de tout ça donc, dans la conclusion. Là, je vais vous parler des moyens d'obtenir une exonération d'impôts. Alors, si vous hébergez des travailleurs saisonniers, sachez que vous pourrez être exonéré d'impôts. Alors, si jamais vous faites partie de ces loueurs qui louaient des chambres d'hôtes ou bien des meublés de tourisme classés, c'est-à-dire si vous avez à faire classer votre location, eh bien là, vous bénéficierez d'un abattement de 71%. Alors sachez que les gîtes ruraux, pour pouvoir bénéficier de cet abattement de 71%, eh bien, ils doivent également être classés meublés de tourisme. Alors pour obtenir cette appellation donc, de meublé de tourisme classé, eh bien, vous devrez déposer une déclaration spécifique à la mairie du lieu de votre logement. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le volet fiscalité. Alors bien évidemment, la fiscalité, c'est très riche. On pourrait en parler des heures et des heures. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est une présentation synthétique de la fiscalité de votre LCD. La fiscalité étant essentielle, on vous recommande vraiment, avant d'acheter votre bien, d'étudier et de faire des calculs pour calculer l'impôt que vous aurez à payer, pour calculer les déductions, les amortissements, etc. C'est vraiment très important. Et on vous recommande évidemment de vous entourer d'un comptable. Alors vous pouvez opter pour un comptable donc, dans votre quartier, dans votre ville, ou bien un comptable en ligne. On va passer maintenant au chapitre suivant et on va aborder donc les thèmes de travaux, d'aménagement, de décoration, d'hygiène et de sécurité. Alors, lorsque vous allez acheter un bien pour l'exploiter en location courte durée, eh bien, vous allez probablement passer par la case travaux. Alors, nous, on vous conseille d'effectuer des travaux pour aller vers un logement plus écologique et plus économique. Alors l'avantage, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'aides financières. Alors ces aides, elles peuvent se caractériser sous forme de crédit d'impôt, de prêt à taux zéro, vous allez pouvoir bénéficier de la TVA à taux réduite, vous allez pouvoir être exonéré de taxes foncières, vous allez également pouvoir avoir des primes si vous êtes un propriétaire avec des revenus modestes. Et sachez que certaines de ces aides sont en plus cumulables. Alors, sachez que si, on en a parlé tout à l'heure, vous souhaitez faire classer votre location courte durée via le classement des meublés de tourisme,
Eh bien, vous allez soumettre votre logement à l'Agence du développement touristique en France, qui s'appelle Atout France. C'est en fait l'organisme officiel qui est chargé du classement qualitatif des hébergements touristiques. Alors, votre logement, il va être évalué sur la qualité de son aménagement et de ses équipements. Votre logement va obtenir d'une étoile à 5 étoiles. Et les critères qui vont être étudiés, ça va être l'équipement de votre logement, les services aux clients et l'accessibilité et le développement durable. Alors, on vous en parle maintenant parce que même si ce n'est pas votre objectif tout de suite de faire classer votre logement, ça peut être intéressant, notamment fiscalement, au bout de quelques années, lorsqu'on n'a plus rien à déduire ou à amortir et qu'on veut un abattement de 71%, ça peut être, je dirais, très intéressant d'obtenir un classement de son logement. Alors, concernant l'aménagement de votre logement, les maîtres mots sont bien évidemment confort. Alors, on vous conseille de mettre un lit, si c'est possible, de 160 cm de large. C'est un peu la norme qui est actuelle. Donc, bien confortable, évidemment. L'autre maître mot, c'est modernité. N'hésitez pas à investir dans des équipements modernes. Et le troisième maître mot, c'est bien évidemment hygiène. On vous conseille également, si cela est possible, de rendre votre location courte durée accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Sachez d'ailleurs que les pouvoirs publics ont mis à disposition des différentes aides en fait, pour vous aider à investir dans des travaux pour rendre accessibles vos logements. Alors on parlait maintenant d'un terme très important, c'est la sécurité. Alors, vous devrez vous assurer de la présence de détecteurs de fumée, vous assurer de la conformité des installations de gaz et d'électricité, la présence d'extincteurs. Si jamais vous louez une maison avec une piscine, assurez-vous que cette piscine réponde bien évidemment aux normes de sécurité. En fait, avant de louer votre bien, faites une inspection minutieuse de tout. Les garde-corps, tout ce qui est lié à la sécurité, vraiment, on vous conseille de tout vérifier. Alors, parlons maintenant de la décoration. C'est quelque chose de très important. Le but, c'est en fait, quand vous accueillez vos voyageurs, qu'ils se sentent bien, donc de créer un environnement chaleureux, inspirant, propre. Il faut que ça leur donne confiance et qu'ils aient envie vraiment de se sentir chez eux. Alors, comme les profils de vos voyageurs vont être divers et variés, on vous encourage à investir dans une décoration qui est simple et qui est neutre. Alors, il va de soi que selon le type de profil que vous recherchez, selon le type de LCD que vous proposez, la décoration va être différente. Par exemple, si vous proposez un bien près de Disneyland, le thème de votre logement va être particulièrement adapté à son environnement et à savoir Disneyland. Il en va de même pour un bien que vous allez exploiter à la montagne. Il va être forcément aussi en corrélation avec son environnement. Lorsque vous allez rénover ou aménager votre bien, pensez que donc vous allez recevoir beaucoup de voyageurs. Donc le sol, pensez à des surfaces lessivables, donc carrelage, parquet, pourquoi pas, évitez la moquette. Optez également pour des peintures lessivables. Pensez également à la structure de vos huisseries, que ce soit facile à vous pour les nettoyer. Il va falloir créer des espaces facilement nettoyables après le départ de vos locataires. Alors, concernant les textiles et la vaisselle, on vous encourage à investir dans de la qualité. Alors, dans un souci esthétique, évidemment, mais également, pourquoi investir dans la qualité ? Parce que vous aurez moins à changer vos peignoirs. Il en va de même pour la vaisselle. Pensez à investir dans la vaisselle neuve quand vous faites une LCD et puis pensez à la changer régulièrement. Il est vrai qu'on est très attaché à la propreté et à l'hygiène des éléments dans lesquels nous allons consommer nos repas. Alors, si vous louez un bien qui est équipé d'un jardin, évidemment, pensez à entretenir et le jardin et votre matériel de jardin. Pensez également à indiquer à vos voyageurs l'endroit où ils pourront jeter leurs ordures. Alors, avant de conclure cette formation, on va regarder ensemble la checklist type d'une location courte durée, c'est-à-dire tous les éléments à vérifier avant de vous lancer.
Alors, on vous a fait une checklist en 5 étapes. Première étape, avant de vous lancer, vérifiez votre annonce. Vérifiez sa diffusion sur toutes les plateformes. Vérifiez qu'elle soit bien percutante, attirante, qu'elle soit donc bien publiée et qui figure les informations légales si nécessaire, comme le numéro d'identification si vous avez fait une déclaration. Deuxième étape, vérifiez vos photos. Évidemment, elles doivent être de bonne qualité, on l'a dit. Faites attention aux contre-jours ou aux détails qui pourraient perturber l'attention des voyageurs. Troisième étape, vérifiez vos calendriers. Vérifiez donc que les dates que vous avez mises à disposition de vos voyageurs sont bien évidemment disponibles et contrôlez la synchronisation de vos calendriers. Pour cela, vérifiez que toutes les plateformes sont bien synchronisées avec Google Agenda. Tout ça, c'est pour évidemment éviter les doubles réservations. Quatrième point, ça concerne l'automatisation. Relisez et vérifiez vos mails préformatés. Vérifiez les mails qui concernent l'accueil, qui concernent le check-in, le check-out, les remerciements après la location en invitant vos voyageurs à laisser un commentaire. Vérifiez également que les documents que vous allez héberger sur Google Drive et que vous allez joindre à ces mails préformatés, comme par exemple les plans d'accès ou les guides de voyage, que le contenu soit exact évidemment et qu'il soit bien explicite. Alors le cinquième point, la cinquième étape, c'est la vérification de votre système de délégation si vous choisissez d'effectuer une délégation. Que ce soit avec une agence, une conciergerie ou une femme de ménage en qui vous avez confiance, reformulez un peu tout, faites-vous un briefing et assurez-vous que tout est bien compris et tout est clair pour tout le monde. Alors pour conclure cette formation, je vais vous dire clairement ce que moi je pense pour résumer d'un investissement en location courte durée. Alors pour moi, investir dans une location courte durée, c'est un excellent moyen d'obtenir une bonne rentabilité, d'obtenir des compléments de revenus intéressants. Ça présente à première vue plus de contraintes qu'une location meublée standard, mais si celle-ci est rentable, si celle-ci est bien faite, en faisant de l'automatisation et de la délégation, ça restera quelque chose de rentable et de vraiment intéressant pour vous. Soyez toutefois conscient de deux choses. La première, c'est la fiscalité. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de sécurité fiscale. Tout peut évoluer très rapidement. On sait que la fiscalité, ça définit les règles du jeu de votre exploitation. Soyez conscient que les règles du jeu, elles peuvent évoluer à tout moment. Assurez-vous donc que cet investissement reste rentable, on va dire intéressant, même si la fiscalité devait évoluer défavorablement pour vous. Le deuxième point, ça concerne la réglementation. On constate depuis des années que la réglementation de la location courte durée, elle est de moins en moins souple. D'où l'importance de vous assurer lorsque vous allez acheter votre bien que si vous effectuez une location meublée standard, classique, vous avez au minimum un autofinancement. C'est une façon de vous couvrir. Évidemment, achetez au meilleur prix. Un bien peut présenter une magnifique rentabilité exploitée en location courte durée. Posez-vous la question, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de négocier le prix pour s'assurer que en location meublée classique, il soit aussi rentable ou au moins s'autofinance. Alors pour vous rassurer, sachez que en théorie, vous achetez un bien dans lequel vous allez effectuer des travaux. Donc vous allez apporter quelque chose à votre bien. Donc ce bien aura toujours de la valeur sur le marché de la revente. Donc si jamais en investissement locatif, LCD ou classique, ça ne vous donne pas satisfaction, sachez que vous pourrez revendre le bien et qu'en théorie, vous ne perdrez pas d'argent, vous en gagnerez même probablement. Maintenant, pour ceux qui cherchent réellement une liberté financière, il va falloir enchaîner une multitude de biens puisque la marge, au final, elle n'est pas si grosse que ça, même si vous réalisez du cash flow avec chacun de vos biens. Contrairement à ce que prétendent beaucoup de vendeurs de rêves, vous allez être à un moment donné impacté par la fiscalité. Sachez également que si vous partez de zéro, en termes d'emprunt bancaire, si vous souhaitez multiplier les opérations, on sait que les banques vont être de moins en moins souples et de plus en plus exigeantes, notamment en termes d'apport. Donc,
sachez qu'il vous sera compliqué de multiplier les opérations si vous n'avez aucun apport, si vous partez de zéro. Et concernant la réglementation, on ne va pas le répéter, mais c'est de moins en moins souple. Tout ça pour vous dire de ne pas quitter votre emploi en pensant que vous allez être rentier avec 2 studios exploités en LCD, comme peuvent vous le faire miroiter certains vendeurs de formation. L'exploitation de location courte durée est une excellente stratégie d'investissement. Sachez que en fait, le crédit que vous aurez, il sera payé chaque mois par vos locataires et vous aurez probablement également du cash flow positif qui viendra compléter vos revenus. Donc vraiment, on vous encourage à exploiter vos biens en LCD. On voulait simplement modérer, nuancer les affirmations de nombreux formateurs immobiliers qui sont là également pour vous vendre du rêve. Alors, je précise que nous, on est resté dans cette formation sur un investissement en nom propre. Sachez que vous pouvez également investir en SCI à l'IS ou en SARL, mais nous, on est resté sur l'investissement en nom propre puisque on recherche les revenus complémentaires, on recherche du cash flow et que en société, c'est soumis à une autre fiscalité qui complique davantage le versement mensuel de cash flow. Voilà, cette formation touche maintenant à sa fin. On a fait une formation synthétique mais qu'on espère complète en un peu plus d'1h50. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions. Veuillez nous excuser si on a oublié d'aborder quelques éléments, quelques détails. On compte sur votre indulgence. Et sachez également que, à mon avis, vous ne trouverez pas d'autres éléments dans des formations à 1 997 €. Je pense qu'on a vraiment tout abordé. Alors, il y a des éléments qu'on peut développer, qu'on peut creuser. Pour cela, n'hésitez pas à nous solliciter. Mais vraiment, cette formation, elle est complète et on pense avoir tout abordé, en toute humilité. Si cette formation vous plaît, n'hésitez pas à la partager à vos proches, à vos amis sur Internet pour aider le maximum de personnes. Et sachez également qu'on va revenir vers vous prochainement, début 2020, avec une nouvelle formation qui sera consacrée à la colocation. On abordera également ensuite une formation concernant les parkings. On fera probablement une formation concernant la SCI, etc. N'oubliez pas non plus qu'on est en cours de publication sur une autre chaîne d'une formation destinée à l'activité de marchand de biens. Cette chaîne s'appelle MDB Conseil et donc on est en cours de publication et à ce jour il nous reste à peu près la moitié à publier. Et puis surtout, n'oubliez pas que tout cela est bien évidemment totalement gratuit. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, une bonne année 2020 avec de merveilleux investissements à tous. À bientôt.